Bonjour à tous. Je suis Amélie Quantique, la commissaire générale adjointe au développement durable, qui est une administration du ministère de l'écologie et qui a l'immense plaisir d'organiser ces 2 jours de Meetup GreenTech depuis plusieurs années. Alors normalement, ces propos introductifs auraient dû être le fait de Clara Chapaz, secrétaire d'État à l'intelligence artificielle et au numérique, mais qui a été appelée dans d'autres lieux parisiens et qui malheureusement ne pourra pas être là parmi nous. Mais je sais qu'elle aurait aimé vous faire part de toute son énergie, de toute sa conviction, de l'importance de l'innovation, bien évidemment grâce au numérique, mais pas que, pour l'économie française. Alors demain, ce sera Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de la transition écologique, qui viendra vous dire quelques mots. Et ce matin, c'est donc moi qui suis chargée de vous dire quelques mots d'introduction. Déjà, je voulais vous dire tout le plaisir qu'on a d'être enfin au Meetup, vous dire que les équipes du ministère ont passé quelques semaines très agitées pour préparer cet événement et faire en sorte que tout soit prêt pour vous accueillir aujourd'hui. C'est toujours un peu d'émulation de notre côté que de préparer ce temps que l'on veut réussi pour vous. Alors, je crois que le Meetup aujourd'hui a fait un petit peu ses preuves et j'en veux 2 exemples. Déjà, la présence de 2 anciens ministres, Axel Lemaire et Julien de Normandie. Alors, quand on n'est plus ministre et qu'on continue à venir aux événements organisés par l'administration, c'est en général que ceci vous semble utile. Et puis remercier tous nos partenaires qui sont investis avec nous depuis plusieurs années dans cet événement, et ces partenariats grandissent, ce qui pour moi est aussi la preuve de la solidité sur laquelle on est en train de travailler. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous dirai 2 mots sur ce forum. D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 dimensions. Une première dimension qui est tournée business, des rendez-vous d'affaires. Vous en avez pris, vous allez en prendre encore dans les 2 prochains jours. C'est essentiel de faire se rencontrer des startups avec des décideurs publics ou privés. Le deuxième temps, c'est un temps, et on va l'inaugurer ce matin, un temps de prise de recul avec des intervenants extrêmement pertinents qui viendront vous parler, vous présenter ce qu'ils font, leurs enjeux. Et donc je crois qu'on a donc 2 jambes, à la fois le côté business et puis le côté prise de hauteur. Et je crois que c'est ces 2 jambes qui motivent un nombre important d'entre vous qui investissent du temps, de l'énergie en faveur de la transition écologique, puisque ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est cet intérêt pour accélérer la transition en utilisant l'innovation comme levier. Et je crois que l'innovation, elle est essentielle. Il y a plein de solutions technologiques que nous n'avons pas aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain. La deuxième chose à savoir sur le Meetup qui s'ouvre aujourd'hui, c'est qu'il est gratuit et qu'il est hybride, et que ça c'est un élément important de l'ADN de cet événement, parce que il nous semble essentiel de pouvoir permettre ces connexions, permettre ces rendez-vous, en les rendant accessibles à tous. C'est essentiel. On sait l'importance que peut avoir la moindre économie quand on est une jeune start-up. On sait aussi l'importance que peut avoir l'accessibilité quand on est en province, quand on est dans les Outre-mer. Et donc, c'est un élément constitutif de l'ADN de l'événement que j'ouvre aujourd'hui. Pour la première fois, nous sommes au Parc Floral. J'espère que vous avez aimé la promenade matinale qui vous a conduit jusqu'ici, que vous aimerez aussi le beau climat automnal que vous voyez par vos fenêtres. En tout cas, vous êtes très nombreux, 2300 inscrits hier, 1200 entreprises, plusieurs centaines d'investisseurs et déjà 2500 rendez-vous d'affaires qui étaient pris hier, et je crois qu'il y en a 15 000 dans les tuyaux. Donc, pour le moment, nos indicateurs sont au vert. Je ne serai pas plus longue, mais je voulais vous dire encore quelques mots sur l'écosystème. Aujourd'hui, on compte à peu près 2800 startups et PME dites Green Tech. C'est un bel écosystème. Il est dynamique. On l'accompagne avec un certain nombre de partenaires. Alors, bien sûr, le label Green Tech Innovation du ministère de l'écologie que je représente aujourd'hui, mais aussi le travail qui est fait par TechSprint,
de la Caisse des dépôts et consignations, la mission France Tech, l'ADEME et l'Agence de l'innovation des transports, tous ces partenaires institutionnels qui sont en bas et qui vous accueilleront. Je vous encourage à aller les voir. On a donné 2 thèmes aux conférences qui ont lieu aujourd'hui. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Le second, c'est l'adaptation au changement climatique. Je ne vais pas vous expliquer en quoi ces 2 objets sont aujourd'hui dans toutes les discussions. Les enjeux, vous les connaissez, à la fois sur le volet rupture numérique, mais aussi cet enjeu de répondre aux besoins de notre territoire à s'adapter dans un contexte où les événements, pas plus tard que la semaine dernière, nous ont rappelé à quel point nous avons besoin de solutions pour protéger au mieux nos concitoyens. En conclusion, je voudrais remercier une nouvelle fois tous nos partenaires, donc la Caisse des dépôts, l'ADEME, l'Agence de l'innovation, Bpifrance, l'AFNOR Group et la Tribune, et vous remercier de votre participation en vous souhaitant à tous un bon forum. Et du coup, je change de position et on change de séquence. J'accueille à mes côtés Éric Lombard, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse, certains d'entre vous la connaissent, pour ceux qui la connaissent moins bien, c'est un acteur incontournable du paysage économique français. Alors je pourrais donner quelques chiffres qui nous donnent à tous le vertige, mais cette institution plus que centenale, aujourd'hui représente plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est un pilier du financement des projets d'intérêt général. Alors bien sûr les grands projets, mais aussi le quotidien des Français, parce que je crois que tous nos concitoyens rencontrent, et la Caisse des dépôts s'en rendent compte tous les jours, parce que c'est vos participations, c'est dans la Poste, la Compagnie des Alpes, Suez, CDC Habitat, des compagnies forestières. Donc en fait la Caisse des dépôts, elle est un petit peu partout et elle est surtout là où il faut. Et donc, depuis quelque temps, vous êtes un acteur incontournable pour la transition écologique. Vous le savez, c'est dans le débat public, on a besoin d'investissement pour réussir la transition et l'adaptation. Et donc, un acteur financier tel que la CDC est essentiel. Et d'ailleurs, il est au rendez-vous, puisque c'est plus de 100 milliards d'euros dédiés à la transition entre 2024 et 2028 qui sont programmés. Ce sont des chiffres extrêmement conséquents, et donc il nous a semblé vraiment intéressant que vous puissiez ce matin, Éric Lombard, nous dire comment la Caisse des dépôts investissait, comment vous envisagez les enjeux et les défis, parce que bien évidemment il faut intervenir à toutes les échelles, dans tous les territoires, refonder des modes de vie, changer les mobilités, changer la manière de se loger, de s'alimenter. Je crois que nos concitoyens ont bien conscience de l'ampleur des changements auxquels ils vont devoir être confrontés. Et vous avez compris que nous, on a une conviction, mais je crois que vous la partagez aussi, qui est qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas capable de faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, c'est s'appuyer sur toute l'intelligence dont on bénéficie. Et je crois qu'on est un pays qui a la chance d'avoir des gens bien formés, qui ont des idées, qui ont des envies à agir. Et donc, il faut les accompagner. Du coup, j'aurais une première question pour vous, et qui, je pense, intéressera l'ensemble des personnes ici présentes. Quels sont les leviers d'innovation que vous mobilisez à la Caisse des dépôts? J'imagine que vous avez adapté vos outils d'accompagnement pour répondre au mieux aux enjeux d'accélération et d'accompagnement de la transition. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Merci. Vous m'entendez là? Merci Amélie Cointic de cette introduction. Avant de parler des leviers d'innovation, peut-être vous donner quelques éléments concrets sur ce que nous faisons. La Caisse des dépôts, c'est un outil absolument formidable. D'abord, c'est effectivement une grande institution financière qui est publique. C'est une institution financière particulière parce que nous n'avons pas d'actionnaires, ce qui est assez rare dans le monde financier. Nous sommes indépendants.
assez pratique en ce moment. Et nous sommes placés, disent les SEC, sous la protection très spéciale du Parlement. C'est-à-dire que notre gouvernance, nos mandants, c'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Et on a, au travers de beaucoup d'entités opérationnelles, BPI France, la Banque des Territoires, SFIL pour le financement de long terme, mais aussi des sociétés plus opérationnelles. Effectivement, vous avez parlé de Suez et en actionnaire de beaucoup d'entités. Peut-être de donner un exemple concret de la façon dont on peut fonctionner. En tant qu'actionnaire de la Compagnie des Alpes, on est très attentif à ce que le développement alpin se fasse avec de l'énergie décarbonée. Et nous savons, quand on est dans les Alpes, que ce qui est important quand l'eau tombe sur les Alpes, c'est de la retenir le plus longtemps possible. C'est ça qui permet de la garder disponible pour l'été et puis d'éviter une érosion trop rapide. Et puis après, l'eau descend, elle arrive dans le Rhône. Nous sommes coactionnaires avec Engie de la Compagnie nationale du Rhône. Et la Compagnie nationale du Rhône, c'est de l'énergie décarbonée. C'est le deuxième ou le troisième énergéticien français. Et puis avec les résultats, la CNR a développé des énergies renouvelables, des éoliennes, des panneaux solaires le long de la vallée du Rhône. Puis en bas de la vallée du Rhône, vous avez une société moins connue qui s'appelle Baronne Languedoc. Juste avant d'arriver au delta, il y a une captation d'eau du Rhône qui est remontée par une usine hydroélectrique pour alimenter un canal qui irrigue en fait tout le Languedoc, presque jusqu'à Béziers. Enfin, on va le prolonger sans doute. Et sans ce canal, eh bien, il n'y aurait pas d'agriculture et il n'y aurait d'ailleurs pas d'eau potable en Languedoc. Et donc, nous avons des dizaines d'exemples de ce type qui nous permettent d'opérer. Et puis, nous sommes aussi financeurs au travers de nos filiales financières. Et si je reste encore quelques secondes sur les sujets généraux, on s'est fixé des priorités, comme toute institution. Et la première priorité que nous sommes fixées, qui a été approuvée lorsque j'ai été auditionné lors de mon renouvellement il y a 1 an et demi, approuvée par le Parlement, c'est la transformation écologique énergétique. C'est la première priorité du groupe, parce que j'ai la totale conviction, et j'imagine vous toutes et tous ici aussi, que c'est la principale priorité pour nous toutes et nous tous, c'est la principale priorité pour la planète. Et donc, effectivement, les montants dont a parlé Amélie sont importants. Je veux les mettre en perspective. Si on regarde le rapport de Jean Pisani-Ferry, de Selma Mahfouz, que vous avez peut-être regardé, il considère que pour être au niveau de la transformation écologique énergétique et pour être dans la trajectoire des accords de Paris, 1,5 degré en 2050, il faut que dans les 5 ans qui viennent, on investisse 300 milliards d'euros. Et effectivement, la Caisse des dépôts s'est engagée à fournir un tiers de ces montants, 100 milliards d'euros, dans les 5 ans qui viennent. Il y a quelque chose dont j'imagine vous êtes conscient, mais peut-être tout le monde ne l'est pas, c'est que la transformation énergétique et écologique, c'est en fait une révolution des modes de vie, des modes de production, des modes d'organisation. Et ce ne sera pas facile. Il y a un exemple, on est aussi coactionnaire de RTE, le grand réseau d'électricité grossiste français avant que ça arrive chez Enedis. Si on veut réussir la transition, il faut que notre consommation d'énergie baisse de 30%. Et je pense que ça n'a pas été intégré. Il faut qu'elle baisse, quel que soit le programme nucléaire, d'énergie renouvelable, et le choix français, a priori, est de faire les deux, même si ce n'est pas encore définitivement confirmé. Il faut baisser la consommation d'énergie. Donc ça vous indique bien les transformations à opérer sur la génération d'énergie, sur l'isolation thermique. Le sujet de l'isolation thermique des bâtiments, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, le bâtiment. Et les passoires thermiques, c'est pas seulement inconfortable pour les gens qui y vivent, c'est évidemment très, très mauvais pour la planète. Si on veut consommer moins d'énergie, il faut que nos mobilités soient décarbonées, et donc qu'on ait beaucoup plus de mobilité collective. D'où les projets de RER métropolitains, parce que quand on prend un transport public collectif décarboné, c'est toujours mieux évidemment que la vieille 4L, ou même si elle est rénovée et électrique, le bilan carbone d'un véhicule individuel étant de toute façon bien moins bon. Et puis il faut aussi décarboner notre industrie. Parce qu'on aura besoin d'une industrie, si elle est locale et décarbonée, c'est plus efficace. Alors pour cela, l'innovation, elle est absolument indispensable. Et nous nous appuyons beaucoup sur l'innovation, on va y revenir dans le cours du débat, j'imagine. Mais peut-être tout de suite pour donner un exemple très opérationnel, parce que vous êtes, et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cet événement, des opérationnels, vous
conduisez des projets de transformation qui répondent à des questions qui sont réelles. Vous savez sans doute que la Caisse des dépôts est un grand acteur de la politique de la ville. On est le principal financeur du logement social. On est un des principaux financeurs des collectivités territoriales. Et pour aller un petit peu à rebours peut-être de ce qui est dit en ce moment dans le débat public, je suis convaincu que les collectivités locales sont une solution à la transformation écologique et que la capacité d'investissement que l'État a largement perdu du fait de son surendettement, doit être pour partie reportée sur les collectivités locales qui en plus ont des outils très concrets. Et un de ces outils concrets, c'est précisément la rénovation thermique des logements sociaux et des bâtiments publics. Et à cet effet, on a développé une innovation que je trouve intéressante qui s'appelle PrioRéno. Beaucoup de ces innovations, vous le savez, reposent sur la data. On a obtenu d'Enedis et d'Engie d'avoir les consommations d'électricité et de gaz de l'ensemble des bâtiments publics et privés. C'est sur un site, c'est accessible sur le site de la Banque des Territoires. Et donc un élu, un président de PCI ou un maire peut regarder sur son territoire quels sont les bâtiments le plus émetteurs de gaz à effet de serre, et donc décider s'il va d'abord faire la rénovation thermique de sa mairie, de son gymnase ou de telle ou telle école. Et la mesure est évidemment absolument essentielle. Et en l'occurrence, la mesure peut découler sur des plans d'action. Et après, nous mettons, parce qu'on est aussi très opérationnel, évidemment, nous mettons en place au service des collectivités le plan de rénovation thermique qui va bien. Pour vous donner un autre exemple concret, on a mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale un plan qu'on appelle EduRénov pour faire la rénovation thermique de 10 000 écoles. Sur les 40 000 qui existent sur le territoire, en hexagone et outre-mer, on va faire la rénovation thermique de 10 000 écoles. Et le taux d'économie d'énergie moyen auquel on aboutit dans les premières rénovations, on n'est pas loin de 2000 projets déjà engagés, et souvent de l'ordre de 60 à 75%. Il y a des écoles où on réduit de 75% la facture énergétique. Donc voilà, quelques exemples brossés à grands traits. Capacité d'investissement, capacité de financement. Mais l'innovation est essentielle parce que c'est elle qui va accélérer tout ça et permettre surtout que l'orientation des investissements soit effective, efficace, parce qu'évidemment, si l'investissement aboutit à cramer plus de carbone, là, on aura été dans le mauvais sens et on n'a pas le temps d'aller dans le mauvais sens. Écoutez, merci beaucoup. Je disais quotidien des Français, donc les écoles, l'habitat, et vous l'avez dit, effectivement, le défi est immense et je crois que c'est important. Merci de le redire parce que je crois qu'on parle là à un public de gens qui est convaincu. Ici dans cette pièce, tout le monde a bien conscience de l'enjeu, a bien conscience qu'il faut bouger, mais l'un de nos défis, c'est d'arriver à embarquer l'ensemble de la population dans cette transformation qui change les habitudes. Et vous savez, en général, on n'aime pas trop le changement. C'est un réflexe assez classique. Si j'essaye de tirer un peu le fil de la mobilisation de la Caisse des dépôts, je le disais tout à l'heure, on a un écosystème de start-up dit Green Tech qui est extrêmement riche dans ce pays. On en a à peu près 2800 qu'on identifie, qu'on accompagne. Quand je regarde les chiffres, c'est un secteur qui est très dynamique. En 2023, 240 de ces start-up ont levé 2,8 milliards d'euros en capital risque. C'est un tiers des levées de fonds réalisées en France. Donc on voit bien que cette priorité à la transition, elle est réelle, elle se traduit dans cet écosystème d'entrepreneurs qui a envie de contribuer, et puis dans le fait que les investisseurs ont aussi envie d'accompagner ce secteur, à la fois certains par conviction, et puis d'autres parce qu'ils y croient aussi comme un élément de consolidation de notre économie. Il y a un véritable enjeu là aussi à transformer les modèles économiques pour amener de la soutenabilité. Vous évoquiez la question de la décarbonation de l'industrie. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un industriel qui ne considère pas que sa décarbonation est un enjeu essentiel à sa soutenabilité de moyen terme. Alors, cet écosystème de Green Tech,
GreenTech. Il intervient donc à 2 titres dans cette double matérialité, à la fois le verdissement de notre économie et puis aussi sa propre cohérence. Il intervient aussi dans un tissu économique local et territorial qui est essentiel parce qu'on voit bien l'enjeu de la transition, c'est des enjeux territoriaux pour la grande majorité. On parlait transport, on parlait logement, on parle alimentation. Tout ça, c'est du territoire avant toute chose, même si on a bien sûr des services de dimension économique ou des enjeux de portée internationale. De manière plus précise, est-ce que vous pourriez nous dire comment la Caisse des dépôts accompagne ces activités de GreenTech qui sont aujourd'hui le panel d'acteurs que vous avez en face de vous? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen intéressant qui a été développé par Catherine Mainob, ici présente, au premier rang, qui est directrice générale adjointe, en charge notamment des systèmes d'information et des moyens de la Caisse, qui est le TechSprint qu'on a lancé ces dernières années. Donc, j'incite les startups et les projets qui ne connaissent pas de regarder, de s'y inscrire. On a déjà fait deux éditions. 100 dossiers ont été déposés, à la suite de laquelle 13 équipes ont été identifiées et sont soutenues par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires pour leur développement. Et on est dans des sujets très opérationnels, parce que Catherine m'a gentiment invité à chaque fois à venir conclure ces événements et puis discuter avec les porteurs de projets. Et d'ailleurs, certains sont ici. Et ça permet d'avoir des projets, effectivement. D'abord, les projets, ils doivent avoir lieu sur les territoires, parce que la transformation écologique, c'est partout, et donc ça nécessite un ancrage important. Tout à l'heure, une des startups ici présentes me montrait un outil très intéressant pour le suivi de la forêt, l'évolution de la forêt. Vous savez qu'il y a un drame dans la forêt française, c'est que la capacité de captation du carbone de la forêt, qui est un des éléments de la solution, a été divisée par 2 ces 20 dernières années. Donc on a un problème de gestion de la forêt, et donc c'est cet outil qui permet, en s'appuyant sur de la data analysée par satellite, permet de regarder comment on peut gérer les parcelles, les améliorer. Il y a des systèmes d'information passionnants en matière d'eau, Aquagir, qui est président ici, qui permet d'informer les collectivités locales sur les projets de l'eau. La bataille de l'eau, c'est un des sujets majeurs des années qui viennent. On perd de 20 à 25% de l'eau dans les réseaux de distribution. D'ailleurs, en termes d'innovation, on innove partout. Il y a une société corse qui a mis en place des petits robots qui vont dans les canalisations et qui permettent d'identifier là où il y a les fuites pour traiter les fuites de façon très précise au lieu de changer tout le réseau, ce qui peut évidemment être coûteux. Donc, toute l'innovation autour de l'eau, c'est important. D'ailleurs, il y a une innovation qui a été primé dans le TechSprint, qui met des capteurs sur des prises, sur des bassins de rétention, sur des lacs, sur des barrages, pour voir comment évolue le niveau d'eau. Et une fois que le capteur est là, par satellite, on a immédiatement l'information et ça permet de gérer l'eau dans un endroit donné. Donc ce TechSprint, il est très, très utile et très important. Il s'appuie sur tout l'écosystème d'innovation du groupe Caisse des dépôts, parce que les sociétés de la Caisse des dépôts sont évidemment innovantes. Aussi un autre exemple que je voudrais vous citer, je ne peux pas être devant vous sans vous parler d'une de nos plus belles filiales qui s'appelle CDC Biodiversité. J'ai trop parlé de carbone. Vous savez que la biodiversité, c'est évidemment le jumeau des émissions de gaz à effet de serre dans la nécessité de rétablir l'équilibre de la planète. Et donc le maintien, la préservation de la biodiversité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et cette filiale CDC Biodiversité a mis en place un outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score, le GBS, dont on espère qu'à l'avenir, il sera l'équivalent pour la biodiversité de ce que sont les émissions de gaz à effet de serre pour les émissions carbone, et que tous les acteurs, non seulement en France mais dans la planète, vont mesurer leur impact sur la biodiversité. Ça a d'ailleurs des effets très, très directs. On est un gros investisseur immobilier. On est de plus en plus dans nos investissements immobiliers, dans des projets qui incluent une part de renaturation. Autre exemple qui est sous l'autorité de Catherine Mainob, on va libérer un site à Bordeaux Lac, donc c'est au nord de la ville.
Et dans la rénovation de ce site, on va rendre une partie de ce site à la nature en faisant une renaturation pour même en faire une zone humide. Et donc, de cette façon-là, on aura rénové la ville, mais aussi rétabli de la biodiversité. De même que de plus en plus, effectivement, dans nos projets immobiliers, on met des terrasses arborées, on met des endroits pour que les oiseaux migrateurs puissent nicher. Enfin, on doit avoir dans notre évolution toutes ces dimensions qui sont prises en œuvre. Donc j'ai parlé du tech sprint. On est aussi, on va peut-être en revenir tout à l'heure, je ne veux pas être trop long dans ces réponses, mais on est aussi un investisseur important et dans nos investissements, on est attentif à soutenir les sociétés innovantes, les sociétés qui vont apporter un plus à la lutte contre le dérèglement climatique et de la biodiversité. Merci. Justement, sur ces questions un peu d'intervention systémique, vous l'illustrez très bien, c'est en fait cette question de la transition qui répond à plusieurs enjeux et vous l'avez dit, c'est bien sûr la question du carbone, mais c'est aussi la biodiversité, les ressources. De manière générale, on a un problème de ressources dans notre pays. Alors la ressource foncière, bien sûr, mais aussi les matériaux qu'on utilise et la dépendance que l'on a pour les matériaux, qui est un vrai risque pour notre modèle économique et auquel il faut qu'on fasse face, voilà, sans opposer les enjeux. C'est bien la biodive, le carbone, la matière, qu'il faut regarder chaque fois qu'on a un projet, chaque fois qu'on porte une initiative. Et du coup, tout ça nous amène collectivement à travailler sur plein de leviers en même temps. Et moi, je suis toujours intéressée par essayer de comprendre finalement comment vous voyez l'articulation de ces différents leviers. Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que dans tous les interventions de la Caisse, il y a cet enjeu de transition? Vous avez plein de leviers. Il y a BPI d'un côté, il y a la Banque des territoires. Tout ça, ça crée un continuum, vous le disiez en début d'intervention. Et donc aujourd'hui, quelles sont pour vous finalement les synergies efficaces? Et puis quels sont peut-être aussi les lieux où il faut qu'on soit plus vigilant pour intervenir afin que les chaînes et les continuums amènent de la cohérence? Je crois que l'un des défauts qu'on a pu avoir par le passé, c'est aussi ce manque de cohérence dans l'action publique. Alors on le cite assez régulièrement, mais vous savez ce qu'on appelle les subventions brunes, c'est-à-dire que d'un côté, on va accompagner des gens, les incitant à produire, voire parfois à produire de la pollution, et puis le lendemain, on va aller inciter à dépolluer une partie de ce que l'on a créé. Je crois que ça, on n'a plus les moyens de se le permettre. Maintenant, il faut qu'on ait des politiques publiques qui intègrent dès le départ la prévention des externalités. Et donc, du côté de la Caisse, comment vous créer des synergies entre vos leviers d'action? Vous l'avez déjà un peu illustré, mais est-ce que c'est une de vos préoccupations principales et comment vous voyez la manière dont on peut le plus efficacement atteindre ces transformations systémiques que vous évoquiez? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je crois beaucoup au désordre créatif. Et évidemment, ça peut surprendre du patron de la Caisse des dépôts, mais à la Caisse des dépôts, il y a beaucoup d'entités qui ont des mandats divers. Et dans une grande entreprise comme dans une petite entreprise, s'il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas de liberté, d'abord, on n'attire pas les meilleurs. Puis en plus, même si on attire les meilleurs, après, ils s'étiolent. Et donc, le modèle qu'on développe repose beaucoup sur, en fait, plus un modèle managérial qu'un modèle de normes. C'est un peu la comparaison avec la limaille de fer. Vous mettez de la limaille de fer quelque part, c'est le foutoir, puis vous mettez un aimant et ça s'organise. Donc en fait, on croit beaucoup à l'impulsion par un projet commun. Et donc nous portons un projet commun. Il y a un moment, ma commission de surveillance, donc, notamment des parlementaires, m'ont dit on ne comprend pas bien votre projet stratégique. Alors que il semblait que voilà, priorité à la transformation écologique et énergétique, c'est pas compliqué. Je dis je vais encore vous le simplifier plus. En fait, on veut changer la vie. Et bizarrement, ils ont plus compris. Et ce qu'on dit aux équipes de la Caisse des dépôts, des différentes entités, c'est on est là pour améliorer la vie des Françaises et des Français avec cette priorité écologique et énergétique, et chacun dans son mandat va s'en occuper.
La Poste, c'est le premier logisticien décarboné au monde. Ils ont arrêté la distribution du courrier par avion, sauf pour la Corse et les Outre-mer. Mais il y a plus le courrier rapide passe par TGV, il passe plus par l'avion. Les véhicules sont électriques. Bon, nos portefeuilles d'investissement qui sont massifs, vous l'avez dit, on suit le bilan carbone de nos portefeuilles et on veille que chaque année ce bilan carbone s'améliore. Donc chacun dans son domaine s'inscrit dans le projet commun et on a un projet managérial de dialogue et de coopération. Et donc, de même que vous réunissez ici, et ça a l'air très fécond en bas, je sentais bien l'énergie qu'il y avait et le côté positif de cette réunion, eh bien, on réunit les équipes des différentes entités de la Caisse et on leur dit, bon, vous êtes ensemble, on vous raconte 3 trucs sur les priorités, puis après, on fait comme ici d'ailleurs, il y a des stands, il y a le stand de Transdev sur les mobilités futures, train à hydrogène ou train électrique, il y a les stands des parties distribution de gaz, comment nos réseaux de distribution de gaz demain vont permettre de distribuer de l'hydrogène ou du biométhane et comment on va transformer les entreprises. Donc au plan managérial, il y a cela. Après, il y a quand même un peu de spécialisation, donc le désordre n'est pas total, vous pouvez l'imaginer. Et l'investissement dans les startups, c'est beaucoup BPI France, qui est ici, j'ai salué les équipes tout à l'heure en passant, dont un tiers des activités vont précisément dans tout ce qui est transformation énergétique. D'ailleurs, il y a quelques années, on se disait que BPI France et nous, on formait ensemble la Banque du Climat en réalité, parce que c'est ça notre priorité. Et ça passe aussi par l'accompagnement, ce que fait beaucoup BPI France. C'est de l'accompagnement, ce qui est un truc que toutes les banques devraient faire, même si c'est un peu coûteux, pour former les PME et les ETI à la décarbonation. Et à l'adaptation et même à l'action en faveur de la lutte contre le dérèglement. Donc voilà, on est plus dans un projet où on partage un but commun et ça aligne l'action des acteurs qu'autre chose. Alors, on donne quand même des impulsions fortes, et puis je terminerai réponse à cette question par là, mais vous voyez bien que le sujet, c'est un sujet qui me passionne. Dans nos comités d'engagement, on a maintenant, on mesure tout cela, vous l'avez compris, donc la mesure de tout ce qui est énergétique et biodiversité est placée dans la direction financière. Parce que je considère que la mesure carbone et biodiversité a autant d'importance que la mesure du résultat financier de nos actions. Et dans les comités d'engagement, l'équipe développement durable à sa place, de même que la direction des risques, la direction de la conformité, la direction financière. Et nous avons commencé à refuser des dossiers uniquement pour des raisons d'atteinte à la biodiversité ou au bilan carbone, des projets qui étaient portés par des collectivités locales, qui avaient un intérêt. Je pense typiquement à un contournement autoroutier dans une région où il y a déjà assez de routes. Nous avons considéré qu'on ne devait pas financer ce contournement autoroutier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas, parce que nous ne sommes que la Caisse des dépôts. Enfin, déjà, si on ne le finance pas, ça sera plus compliqué. Mais surtout l'idée de se dire qu'on refuse certains projets, parce que, quel que soit leur intérêt économique, l'atteinte à long terme à la survie de la planète est telle qu'il ne faut pas le faire, c'est quelque chose que nous allons faire et que nous allons faire de plus en plus, et on considère que c'est notre devoir et qu'on essaie d'ailleurs d'influencer les autres établissements financiers pour qu'ils fassent pareil. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si les gens ici avaient en tête finalement le caractère très moderne et novateur du fonctionnement de cette caisse et dépôt, dont parfois on pouvait penser qu'elle était un organisme ancien et avec un fonctionnement routinier. Il y a des choses très novateurs dans votre fonctionnement, ce qui montre bien, mais moi j'en suis convaincue, qu'on peut être un élément, un satellite de l'administration et de l'État, tout en étant finalement porteur de toute l'énergie dont on a besoin pour répondre aux défis du XXIe siècle. Merci pour cette présentation assez longue du projet, de la manière dont la Caisse contribue à ce grand défi de transformation, de la manière dont vous accompagnez par vos outils, vous l'avez dit, BPI, Banque des territoires, et puis
tout ce réseau d'entreprises. Moi, je crois aussi beaucoup à toute la dimension d'open innovation, de partenariat, qu'ils soient publics-privés ou privés avec des écosystèmes. On a besoin de toutes ces relations et vous avez illustré la manière dont chacune de vos briques, finalement, elle contribue dans une dimension à mettre tout ça en résonance, parce qu'on aura besoin d'une résonance de l'ensemble de la chaîne. Pour finir, on a préparé une question qui est absolument pas un piège, mais on s'est dit, voilà, on a Éric Lombard, c'est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de projets, qui rencontre énormément de grands décideurs, donc on va en profiter pour lui demander, pour lui poser une question piège. D'après vous, c'est quoi le TRC gagnant des types d'innovations qui vont booster? Vous nous avez dit quelques mots tout à l'heure sur la data, mais est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 enjeux qui pour vous sont vraiment centraux? On a des entrepreneurs, on a des gens qui ont des idées, qui ont peut-être de nouvelles idées demain. Qu'est-ce que vous leur conseillerez comme thématique? Alors, évidemment, tout ce qui concerne la data est absolument clé, et notamment ce qui permet d'ajouter des données croisées sur les territoires. On voit bien que, par exemple, quand on fait de l'aménagement urbain, il est essentiel d'éviter les points de chaleur, donc de changer complètement la façon dont on aménage la ville. Et dans les fiertés de la Caisse des dépôts, on a été un des constructeurs du village olympique. Il faut se souvenir de ce beau moment qu'ont été nos Jeux olympiques. Et on a fait... Et ça cochait toutes les bonnes cases. On était au centre de la Seine-Saint-Denis, qui est un département merveilleux où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de diversité. La diversité est une force, me semble-t-il. Simplement, c'est un département où il manquait d'investissement. Et donc, cet investissement du village olympique, il est arrivé au bon endroit, au bon moment. On a fait des bâtiments bas carbone, évidemment, parce que vous savez que si les cimentiers étaient un pays, ce serait le 7e émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Donc, il faut construire avec le moins de béton possible, le plus de bois possible. Il y a une forêt urbaine, et il y a un recyclage de l'eau et de tous les déchets, de façon vraiment à ce que ce soit un endroit qui soit la pointe de tout ce qu'on fait en matière de développement urbain. Et on voit bien que tout ça demande de mélanger les données de biodiversité, d'émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l'eau. Et c'est cette synthèse des informations qui est importante. Et puis... d'un côté, je ne crois pas que la technologie va régler le problème du défi du monde. Mais quand même, il y contribue. Et moi, j'étais convaincu qu'on ne pourrait plus prendre l'avion à l'avenir. Or, les avionneurs vont très vite, en fait, dans l'idée d'avoir des avions qui vont fonctionner avec des carburants décarbonés. Parce que ça va être compliqué d'empêcher les gens de voyager. Enfin, nous, les Européens voyagent depuis 2 siècles, et d'expliquer aux Indiens et aux Chinois qu'ils ne vont plus voyager, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut encourager l'innovation dans vraiment tous les domaines, y compris les sujets très technologiques. Et on voit bien qu'il y a des sujets très technologiques qui vont quand même permettre, quand on voit le gain d'efficacité, on est cofinanceur des gigafactories de batteries. L'efficacité à l'avenir des batteries va être un des éléments qui va quand même nous régler beaucoup. Donc l'idée de revenir, y compris à la recherche fondamentale, c'est pas seulement les outils digitaux et la data qui vont nous sauver, mais aussi les éléments de recherche fondamentale qui peuvent nous faire des progrès importants. On est toujours à la recherche de la fusion contrôlée de l'hydrogène, qui serait quand même une énergie nucléaire, mais sans irradiation et sans déchets. Donc je pense qu'il faut élargir le spectre, et je reviendrai sur ce que disait le rapport de Mario Draghi. L'Europe est en train de perdre pied en matière de formation des jeunes et en matière de développement des compétences, et c'est ça qui va nous sauver. Je veux dire, chaque jeune formé va peut-être demain avoir des idées importantes. Et puis, troisième point, parce que je ne voudrais pas partir sans avoir dit ça, ce qui nous permet d'agir, et là je vais parler d'innovation financière, c'est que comme on est indépendant, qu'on a été créé en 1816, donc on est un peu ancien, on a un peu de capital
capital accumulé, notre coût du capital peut être bas, et donc ça veut dire qu'on peut soit prendre des risques, soit accepter des rentabilités moindres, ce qu'on appelle le rendement citoyen. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'on fasse une innovation profonde dans le fonctionnement du capitalisme et qu'on ne peut pas avoir la création d'une économie décarbonée et respectueuse de la biodiversité avec le taux de rendement recherché. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et d'ailleurs, dans nos activités d'intérêt général, nous, on n'affranchit le pas. On considère que nos activités d'intérêt général, on recherche une rentabilité de l'ordre de 4%. Et en réalité, comme on a pris pas mal de risques et qu'on s'est pas mal développé dans certains domaines, on est un peu au-dessous, notamment dans nos activités de logement social. On l'assume. Comme on n'a pas d'actionnaires, voilà, on a décidé avec le Parlement que ça marchait. Mais je pense que même quand on a des actionnaires, il faut qu'on franchisse cette étape-là qui permette d'augmenter la densité de projets novateurs. Et donc, enfin, c'est même pas d'innovation financière parce que c'est quelque chose d'aussi vieux que la finance, mais le fait de modifier la recherche de rendement pour qu'il y en ait quelque part plus pour la planète et moins pour les investisseurs, même si on a besoin des investisseurs, est une innovation essentielle, sans quoi on ne va pas réussir à faire tout ce qu'on a devant nous. Écoutez, merci beaucoup. Donc, de la transformation et de l'innovation à tous les étages au sein de la Caisse des dépôts. Écoutez, merci beaucoup, Éric Lombard, pour cet éclairage, pour ces propos introductifs. J'espère qu'en voyant finalement l'énergie, la motivation, la conviction dont fait preuve votre institution, l'ensemble des participants de cette salle auront la conviction de la manière dont ils sont accompagnés et dont finalement du côté de l'État, du côté de la Caisse des dépôts, on est convaincu de la nécessité de vous permettre à vous qui avez les solutions technologiques, qui êtes capable de la prise de risque. On évoquait la manière dont on répartit le risque entre ceux qui investissent et ceux qui interviennent, les décideurs, ceux qui achètent. Je crois que c'est tout cet écosystème dont on a besoin pour répondre aux défis et on est vraiment content de pouvoir compter sur la Caisse des dépôts et consignations à nos côtés et aux côtés de l'ambition écologique dont la France a besoin. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.